Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Directeur du département d'économie à l'École normale supérieure. Vous allez nous aider à comprendre l'une des seules idées neuves de cette campagne présidentielle qui, je le disais, fait débat à droite et à gauche. Surtout à gauche en ce moment, puisque le projet est porté par Benoît Hamon, Jean-Luc Benamias et Yannick Jadot. L'idée d'un revenu universel. Alors, vous allez d'abord nous expliquer de quoi on parle. Universel, c'est-à-dire sans distinction d'âge, de statut, de revenu. Voilà, c'était universel, c'est-à-dire donner à tout le monde, de la naissance à la mort. Tout au long de la vie. Tout au long de la vie, sans aucune considération de ce que vous faites par ailleurs. C'est ça qui est, je crois, le plus important dans cette notion d'universalité. Ça n'est pas conditionné à la recherche d'un emploi, ça n'est pas conditionné au fait que vous avez démontré que, je ne sais pas quoi, vos enfants vont à l'école. Non, vous avez le droit, parce que vous existez et non pas pour exister, c'est une formule d'Ignacio Ramonet, ancien directeur du Monde diplomatique, qui l'avait résumé comme ça, vous avez le droit à un revenu de base pour vous protéger des aléas de l'existence, parce que vous êtes dans une société qui, pour l'essentiel, est responsable. C'est la théorie des aléas de l'existence que vous rencontrez, et donc on vous doit cela. Vous disiez c'est une idée neuve, en fait c'est une idée qui remonte très loin dans le temps. Un de ses grands défenseurs, c'était Thomas Paine, en 1795, et il avait cette idée, je trouve intéressante. Il disait « La terre a été donnée de manière indivise à l'homme par Dieu, puis, Rousseau, la propriété privée l'a morcelée, et on en est exproprié. Eh bien, on a un droit d'héritage sur la terre, disait-il. Il n'y a pas de raison que les uns aient un héritage privatif et les autres pas. Ce revenu d'existence vient compenser, en quelque sorte, cette injustice. » Alors, pour préciser l'universalité et l'automaticité de ce revenu, ce serait aussi cumulable avec un salaire ou avec d'autres prestations, peu importe les revenus de la personne. Hein. Voilà, et individuel, si on est dans un foyer jeune, dans un foyer aisé, on touche quand même. Voilà, c'est là qu'il faut ensuite évidemment rentrer dans les détails, parce qu'il faut aussi atterrir fiscalement avec cette mesure. Mais oui, dans sa forme pure, quel que soit votre revenu par ailleurs, vous avez le droit à cette allocation de base, 700, 800, 1000 euros chez chacun. Et bien entendu, il faudra la payer par un impôt qui fait qu'au bout du compte, ça ne sera pas neutre pour tout le monde, puisque les uns paieront un impôt plus ou moins élevé à proportion de leurs revenus par ailleurs. Alors, toujours sur le plan philosophique, pas sur le plan économique, quel est l'intérêt d'arroser tout le monde plutôt que de concentrer les aides sur ceux qui en ont le plus besoin? C'est ça, au fond, la question de Daniel. C'est plus vraiment... On est déjà dans la pratique, dans la question de savoir comment, au fond, on essaye d'être économe sur cette mesure. Si on n'avait pas la question budgétaire qui se posait, eh bien, l'intérêt, c'est en effet de considérer que toutes les personnes qui vivent dans un lieu donné, la société française, sont, comme je le disais avec Thomas Paine, les héritiers indivises de la richesse qui a été produite en France par les héritiers que nous sommes tous, qui a été produite par nos ancêtres, les pasteurs et les autres, et donc nous avons tous une part, la même, parce qu'il n'y a pas de raison de distinguer l'un ou l'autre. Pour prendre un exemple qui sera un peu plus concret, la politique familiale, aujourd'hui, c'est des exonérations d'impôts qui sont données par le quotient familial, qui fait qu'en pratique, un riche touche plus qu'un pauvre en matière d'allocation familiale direct et indirect, puisqu'il paye moins d'impôts à proportion du nombre de parts qu'il a, et bien là, chaque enfant aurait le droit à 300 euros, quel que soit le revenu des parents. Donc voilà pour les principes. Maintenant, effectivement, la question qui est derrière, si on fait ça, ça coûte très cher, puisqu'il faudrait multiplier, si c'était 700 euros par tête, 700 euros par les 66 millions de Français, ça irait très très loin. 500 milliards par an, un quart du PIB ? Voilà, entre 300 et 500 milliards selon le curseur que l'on prend. Donc c'est beaucoup d'argent, et d'une certaine façon, on voit là ici se révéler un peu les malentendus qui sont derrière ce revenu, pour avoir une petite note critique ici. C'est que les gens de droite et les gens de gauche sont pour ou contre avec le même enthousiasme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction de partage entre la droite et la gauche pour cette mesure. On a des gens de droite qui sont très favorables à cette mesure, des gens de gauche qui sont très favorables à cette mesure. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Au sein de la gauche, on voit Montebourg et Hamon sont pour ou contre, alors qu'ils sont par ailleurs proches. Et en effet, ça n'est pas les mêmes raisons. Alors, quelle est la différence entre l'adhésion de droite et l'adhésion de gauche à cette mesure, pour prendre cet exemple? C'est que l'adhésion de droite, c'est une manière de dire, c'est pour solde de tout compte. Je vous donne 700 euros, ne venez plus me voir, c'est terminé, il n'y a plus raison d'avoir des allocations chômage, peut-être même pas de SMIC. C'est une manière de simplifier les dispositifs sociaux qui existent. Et Milton Friedman, qui était le grand patron de l'école
l'école de Chicago, c'est-à-dire le plus libéral qu'on puisse imaginer aux États-Unis, qui sont elles-mêmes une nation libérale, étaient en faveur de ce dispositif. Alors que je crois que pour les gens de gauche, c'est un dispositif qui s'ajoute aux autres. Donc si ça coûte trop cher, on voit bien qu'il y a un effet d'éviction à craindre. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense en effet qu'il faut atterrir vers une mesure qui soit universelle au sens qu'on a dit avant, c'est-à-dire que tout le monde y a droit quoi qu'il fasse, qu'il décide de travailler ou pas, qu'il soit à la recherche d'un emploi ou pas. Mais je crois en effet personnellement qu'il faut essayer de le cibler, on va dire en dessous de 2000 €, quelque chose de cette nature, pour être certain que Madame Bettencourt n'en bénéficie pas au même titre de quelqu'un qui est véritablement dans la nécessité. Il y a un autre argument qui fait débat à gauche, Daniel Cohen, on l'a entendu dans la bouche de Benoît Hamon, c'est l'idée que le revenu universel, ce serait une réponse à la raréfaction du travail liée à la révolution numérique. En gros, puisque il y aura pas suffisamment de travail pour tout le monde, on est dans une société qui se robotise, eh bien, il faut pouvoir assurer ce matelas, ce seuil pour tout le monde. Alors, il est indiscutable que si ça revient maintenant, 2 siècles et quelques après Thomas Paine, c'est parce qu'il y a de formidables incertitudes sur la transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'économie numérique est en train de remettre en question, en cause, des emplois en quantité considérable. On ne sait pas exactement les chiffrer, mais on sait que ça sera plusieurs millions. Donc il y a une nouvelle anxiété par rapport à la question du travail. Et donc par rapport à cette anxiété, être capable de dire aux gens, bien, vous avez un revenu d'existence et si les conditions qu'on vous propose ne sont pas satisfaisantes, vous avez grâce à ce revenu l'option de vous retirer de ce monde au fond qui ne veut pas de vous. Ça fait partie des arguments qui sont proposés. Mais derrière, en effet, cette question, parmi les opposants à cette mesure, il y a en effet 2 groupes de gens, à la fois à droite et à gauche. Les gens qui, à droite, disent, en fait, vous êtes en train de subventionner la paresse, c'est-à-dire que si on n'a plus envie de travailler, on pourra le faire. Donc, c'est pas bon du point de vue de ceux qui ont ce point de vue moral sur le travail. Et de l'autre côté, vous avez à gauche des gens qui sont contre, mais résolument contre cette mesure, parce qu'ils pensent qu'indirectement, vous êtes en train de subventionner la précarité, puisque le patron sait que vous avez, par exemple, ces 700 €, il pourra se permettre d'aller plus loin. Je te paye moins puisque tu vas toucher le revenu universel. Ce truc-là. Et moi, je pense profondément que ça n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que si une mesure de cette nature était mise en œuvre, je pense que ça renforcerait le pouvoir de négociation des gens. Je pense que ça pourrait revaloriser la valeur travail. Parce que justement, on ne pourra pas vous proposer n'importe quoi. On ne sera pas dans le chantage, tu fais ce travail de merde ou tu crèves de faim. Non, parce que on dote les personnes, au fond, des moyens de dire non à un certain nombre d'emplois déqualifiés. Mais pour le dire très simplement, et c'est peut-être le plus important, cette question morale, entre guillemets, assistanat ou précarité, c'est une question empirique. Est-ce que ça va plutôt inciter à revaloriser le travail ou est-ce qu'au contraire, ça va l'amener plus loin dans la précarité? Est-ce que ça va inciter à la paresse ou bien est-ce qu'au contraire, en dotant les gens au fond des moyens d'existence, on leur donne les ressources pour aller sur le marché du travail? C'est une question empirique et je crois que le plus intéressant, c'est qu'on comprend qu'il faut faire de l'expérimentation. La Finlande a fait une expérience très intéressante. Elle va donner à un certain nombre de chômeurs 500 € et elle leur dit ça vous accompagnera toute votre vie, quoi que vous fassiez ensuite. Et on va voir si ils basculent dans l'oisiveté ou si au contraire ça leur donne les moyens d'être plus agressifs. Le département de la Gironde en France, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, va faire une expérimentation grandeur nature en donnant à un ensemble très important de sa population un revenu d'existence sur le modèle finlandais non conditionnel et on va suivre les trajectoires de ces personnes et on aura la réponse à la question morale, prime à la précarité, prime à l'oisiveté, ou exactement le contraire, incitation à revaloriser le travail et au fond, les moyens donnés aux gens d'aller sur le marché du travail, qui est un peu comme traverser l'Atlantique à la nage en ce moment, c'est très dur. Donc il vaut mieux doter les gens des moyens de faire face à ces aléas que le marché du travail aujourd'hui leur offre. Daniel Cohen qui a commencé à donner son avis donc sur la mesure, on l'a entendu. Non, mais vous pouvez aussi évidemment le faire et puis on reviendra aussi sur l'idée alternative que vous avez soutenue, avancée, celle d'une fusion du RSA et de l'aide personnalité au logement et qui permettrait de commencer une mesure de revenu universel à coût moindre évidemment pour les finances de l'État. On y reviendra tout à l'heure sans doute avec les auditeurs de France Inter qui nous appellent au 01 45 24 7000. Beaucoup d'appels pour vous Daniel Cohen et pour parler, pour débattre de ce revenu universel. Patrick nous appelle de Nantes. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Nous vous à écoutons. toute l'équipe et puis félicitations pour vos émissions. Merci. Oui, on sait qu'aujourd'hui on ne vit pas avec 500 euros par mois. Je me posais la question, quel est l'intérêt de dépenser entre 300 et 500 milliards pour assister les gens plutôt que de créer des emplois et des nouveaux emplois par exemple. Voilà. Merci Patrick. Alors le premier élément de la question de Patrick, c'est l'un des arguments aussi, l'une des critiques de gauche. On l'a entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. C'est, dit-il, en dessous du seuil de pauvreté, quelques centaines d'euros. À quoi bon? Bon, vous expliquerez ça aux gens qui aujourd'hui bénéficient du RSA socle, qui est autour de 500 euros, Ouais. 535. Donc, vous leur expliquerez qu'on peut pas vivre avec. Ils seront d'accord. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, quand on parle du revenu universel, on est sur des niveaux plus élevés. Alors, c'est gradué, ça peut être à 700, 750, 800. Il y a même des propositions qui vont à 1000. Mais si on parle d'un revenu donné, encore une fois, à minima, on va dire à 700 euros pour simplifier, puisque c'est un peu le point médian des propositions qui circulent. Si, par ailleurs, et je crois que c'est important, on fait en sorte que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, un couple de gens qui sont au RSA, aujourd'hui, gagne moins que 2 célibataires, une espèce de décote familiale. On ne gagne que 50% de plus quand on est en couple plutôt que quand on est 2 fois seul. Ça coûterait 1 milliard de plus de donner 2 fois le RSA à un couple plutôt qu'une fois et demie comme c'est le cas aujourd'hui. Alors on aurait un couple de gens au RSA dans cette formule ou au revenu universel qui toucherait 2 fois 700, plus peut-être pour leurs enfants. C'est très insuffisant, mais je pense que ça permet d'exister. Et encore une fois, c'est le malentendu. Les gens qui plaident pour ça ne disent pas que c'est une manière de ne plus travailler du tout. Ils disent, en dotant les gens de ce socle, de ce revenu de base, vous leur donnez un peu de sécurité dans leur vie. Prenons mon exemple de 2 personnes, ça ferait 1400 euros. On peut construire un raisonnement. Voilà combien je peux payer pour me loger, voilà combien je peux payer pour ceci ou cela. Et à partir de là, je crois fondamentalement qu'on donne l'envie d'aller travailler, beaucoup plus que dans la situation actuelle où on les enferme dans un piège de pauvreté parce que ça reste toujours peu ou prou conditionné au statut où vous êtes. Deuxième aspect de la question de Patrick, la priorité budgétaire. Alors, pourquoi faudrait-il dépenser 300 à 500 milliards pour ce revenu universel plutôt que d'impulser des investissements, de soutenir l'emploi, les entreprises, etc. Alors, moi, personnellement, voilà, c'est là que je quitte un peu le terrain de ceux qui sont des militants de la forme la plus pure, même si je comprends philosophiquement, même si au fond, philosophiquement, dans mon cœur, je suis du côté de ce raisonnement, j'entends cet argument budgétaire. La France, aujourd'hui, n'a pas 300 milliards en réserve pour une expérimentation grandeur nature de cette sorte, et en effet, 300 milliards, je suis universitaire, le budget de l'enseignement supérieur, c'est 20 milliards, donc on pourrait multiplier par 10 le budget de l'enseignement supérieur. Bon, donc je suis obligé de voir ce qu'on pourrait faire aussi de cet argent, indépendamment de ce qu'on pourrait donner aux entreprises par rapport à ce qu'elles reçoivent déjà maintenant. Donc, je crois qu'il faut en effet atterrir, et c'est la raison pour laquelle je crois que un revenu qui serait donné pour tous ceux qui sont en dessous, on va dire de 2000 euros, avec un retour progressif en sifflet. Vous avez les 700 euros ou les 800 euros purs au départ, et puis dans les simulations qui ont été faites par différents chercheurs, notamment à l'école d'économie de Paris, il faudrait en rendre un tiers, 32%, à chaque euro que vous gagnez. Que vous gagnez pas en étant salarié. En étant salarié, en travaillant. Et donc, ça fait une transition harmonieuse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon de faire advenir cette idée que d'être réaliste fiscalement. Et avec cette mesure en sifflet, ça coûterait très peu. Enfin, par rapport aux dispositifs qui existent déjà, entre 5 et 10 milliards d'euros en plus, on pourrait faire quelque chose qui couvre très large, qui soit universel, au sens où il n'y aurait aucune condition spécifique à remplir, si ce n'est que vous rendez un tiers de ce que vous gagnez, ce qui fait que à 2000 euros, le dispositif meurt de sa belle mort, si je puis dire. Donc par personne. Donc voilà le genre de mécanisme que j'ai en tête qui permet en effet à la fois de faire avancer l'idée, ce qui me semble très intéressant compte tenu de tout ce dont on a parlé notamment dans le rapport au travail aujourd'hui, et en même temps d'être réaliste et donc de ne pas avoir l'impression de gâcher l'argent public pour aider les enfants de Madame Bettencourt à disposer d'un revenu additionnel. Romain nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Romain. Bonjour. Nous vous écoutons. Pour de prendre ma question, j'aurais voulu savoir quels étaient les risques de la mise en place d'une telle disposition sur une possible envolée des prix.
Est-ce que ça pourrait créer de l'inflation, une hausse des loyers, des services, etc., puisque les revenus augmenteraient pour tout le monde? Oui, c'est une bonne question. Si c'était pour tout le monde, l'inflation, à la limite, ça serait pas très grave. On a besoin d'inflation un peu en France. On est plutôt autour d'une inflation zéro, qui montre d'ailleurs en effet que la demande n'est sans doute pas assez soutenue. Quand l'inflation est si faible, ça veut dire que l'offre excède la demande. Mais je ferme cette parenthèse théorique pour dire que la question, en effet, qu'il faut prendre très au sérieux, c'est que si ça profite surtout, on va dire, aux couches les plus défavorisées de la société, on peut craindre une inflation des services qui sont offerts à ces personnes. Ça, c'est tout à fait logique de raisonner dans ces termes. Et d'ailleurs, l'aide personnalisée au logement, l'APL aujourd'hui, on sait qu'elle est inflationniste, c'est-à-dire qu'elle est donnée de telle manière que n'importe quel propriétaire qui loue aujourd'hui à des personnes à faible revenu un appartement ou un studio sait que c'est parce qu'il le calcule que cette personne va bénéficier d'une APL et il l'inclut dans le prix. Ce qui fait qu'en fait, à 80%, cette APL est devenue forfaitaire. C'est-à-dire, elle n'est plus contingente au loyer que vous payez parce que le loyer est par définition au-dessus. Donc oui, ça fait en effet partie des risques. Mais on les réduit un peu en le donnant de manière universelle. C'est-à-dire que quand c'est ciblé sur le logement, oui, les bailleurs savent qu'ils peuvent augmenter le prix du logement parce qu'ils savent que c'est lié à ça. Donc on allège un peu la pression inflationniste, je pense de façon significative par rapport à cette question du logement, en le donnant de manière forfaitaire, plutôt que de le donner spécifiquement pour acheter un bien particulier qui, lui, oui, c'est vrai, sera impacté de manière inflationniste par cette dotation. Des questions d'auditeurs, Sabine notamment de Boulogne, qui vous demande que se passerait-il pour toutes les autres allocations si le revenu universel est mis en place. Il y a une substitution, il y aura une suppression des allocations de toutes sortes. Alors, Daniel Cohen. Encore une fois, c'est peut-être là qu'est la grande opposition entre la droite et la gauche. Je pense que à droite, l'idée, en effet, d'ailleurs on le voit un peu dans le programme de Fillon, c'est de dire voilà, je vous donne une allocation et puis ne venez plus me voir ensuite. On peut l'aligner par exemple. C'est pas formulé tout à fait comme ça, mais c'est vous qui le résumez. Le programme de Fillon, c'est la fusion des diverses aides publiques en une allocation sociale unique, qui ne dépasserait pas 75% du SMIC. Exactement, c'est-à-dire 847 euros. Voilà, on vous donne ça et puis ne venez pas demander un sou de plus parce que on est dans un dispositif qui est clos pour vous-même. Donc moi je pense pas du tout qu'il faut réagir comme ça. Je pense que c'est une allocation de base, mais qui ne doit pas dispenser d'autres efforts très importants que la société doit mener pour aller chercher les gens qui sont dans une situation de grande précarité. Et en effet, c'est vrai. Ces 700 euros ne vont pas sortir miraculeusement les gens de la pauvreté, leur donner les moyens d'aller sur le marché du travail et d'affronter la compétition qu'ils vont rencontrer pour trouver un job. Donc, je crois qu'il faut assortir cette aide de toutes les autres choses qu'on doit faire et qu'on fait d'ailleurs insuffisamment en matière de formation professionnelle, d'aide au logement et autres, pour aider les gens à aller sur le marché de l'emploi. Mais en effet, l'idée, je crois, budgétaire, ce serait, vous avez le droit au moins à 700 euros dans ce dispositif, et si les mécanismes existants vous donnent droit à 1000, eh bien vous toucherez bien entendu le delta de 300. Prenons un chômeur, il a ces 700 qui sont garantis par ce revenu universel. Si ses droits au chômage, c'est le double, 1400, on va pas le réduire à 700. On va lui donner la différence. C'est peut-être là, en effet, ce qui fait qu'on peut être à droite et à gauche pour la même mesure en ayant des arrière-pensées tout à fait différentes. Janine nous appelle du Var. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Pardon, oui. Non. Alors, je pensais à une chose, c'est que, je pense que si vous donnez ce revenu minimum universel, eh bien, ça va inciter les étrangers des pays qui sont en guerre ou des pays sous-développés à affluer en France. Et ma foi, est-ce que les Français qui sont déjà sur le territoire, les Français et les autres qui sont déjà sur le territoire, est-ce qu'on pourra faire cet effort financier? Voilà. Merci Janine. Daniel Cohen. Pas davantage que le RMI ou le RSA. On a déjà un dispositif. Avec le RMI inventé par Michel Rocard, on avait déjà franchi un peu le Rubicon de déconnecter les aides données aux personnes de leur travail, et le RSA de Martin Hirsch est une forme un peu intermédiaire entre le dispositif dont on parle et le RMI. Bon, ça ne crée pas un afflux parce qu'il y a quand même des conditions de résidence qui sont associées à la distribution de ce revenu qui resteraient a priori les mêmes. Donc je ne crois pas qu'il y ait à craindre davantage qu'en effet on a eu à le craindre pour le RMI. Ça faisait déjà partie de la discussion
allocations à l'époque, ou du RSA, d'afflux de migrants, les conditions de résidence resteraient les mêmes, et c'est bien ça qui fait la différence entre un migrant et quelqu'un qui est résident en France. Mais c'est la résidence en France, en effet, et c'est pas la nationalité française, dans l'exemple du RMI ou du RSA, qui fait que vous avez droit à ces allocations. Plus généralement, Daniel Cohen, je crois que vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure que je soulevais sur la numérisation et la robotisation de la société. Est-ce que vous croyez, vous, qu'à l'avenir, il peut y avoir encore du travail pour tout le monde? Non, je pense qu'il y aura du travail pour tout le monde. Je crois, comme un vieil économiste, que l'offre crée sa propre demande. Quand les gens veulent travailler, ils trouvent un emploi. Maintenant, la vraie question, elle est de savoir quels emplois. Qu'est-ce que fait le monde numérique? Quels sont les emplois qui sont créés? Quels sont les emplois qui sont détruits? Quels sont les emplois qui vont survivre à ce raz-de-marée numérique? C'est ça la vraie question. Alors là, pour le coup, on a des réponses. Les économistes ont regardé un peu dans le détail à cette question. On a longtemps pensé que le clivage était qualifié, non qualifié. Vous êtes qualifié, vous parlez anglais, vous êtes très fort, vous êtes un crack en informatique, vous aurez un emploi dans le monde numérique. Vous êtes plus ou moins un analphabète, parlez pas anglais, vous n'avez aucune chance dans le monde numérique. On s'est rendu compte que ça n'était pas ça qui se passait. Ce qui est en train de se produire, c'est est-ce que vous avez un travail, je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs à l'occasion de la sortie de mon livre, est-ce que vous avez un travail routinier qui se répète et à ce moment-là, vous allez être numérisé. Le mantra des informaticiens que je citais l'année dernière, il y aura une substitution. C'est de dire si vous faites 2 fois le même job, alors la 3e fois le logiciel le fera à votre place. Donc dès que vous êtes dans un travail routinier, comme moi-même en ce moment en racontant cette histoire, alors vous allez être numérisé. Si vous faites un travail qui n'est pas numérisable, c'est-à-dire qui ne se répète pas, alors vous allez survivre. Alors ça concerne qui? Les deux bouts de la chaîne sociale. Tout en haut, les créatifs, voilà, nous encore une fois, et puis en bas aussi, les emplois de face à face, les emplois, il faut s'occuper des personnes, où il faut saisir une émotion, les assistantes sociales, les infirmiers, bref, des gens qui ne sont pas forcément les plus qualifiés, mais qui sont, dans un rapport aux autres, non numérisables. Ceux-là vont survivre aussi. Et c'est le milieu de la distribution de revenus. C'est pour ça que la pression numérique est d'une nature différente de celle qu'on observait avant et qu'elle inquiète. C'est dans le milieu de la distribution des emplois intermédiaires, ceux qui consistent à dire fais ceci, fais cela. Au fond, les emplois qui forment le cœur de la classe moyenne, c'est là que le numérique est en train de ronger les emplois parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour donner des instructions du haut vers le bas. Le numérique s'en charge. Donc il y a un formidable travail de réinvention des emplois pour la classe moyenne qui est en train de se poser aujourd'hui. Tout le monde sait que la question numéro 1, c'est qu'est-ce que mes enfants vont faire? Quel type d'études ils doivent faire qui survivront au raz-de-marée numérique? Ça crée une anxiété nouvelle par rapport au travail. Et je pense que des discussions comme celles qu'on est en train d'avoir sur le revenu universel contribue à réfléchir autrement sur le rapport au travail, à se dire je ne serai plus dans l'anxiété répétée de trouver un emploi, j'aurai un coussin de sécurité, je serai protégé des aléas de l'existence. Voilà, c'était le projet de base de ce revenu de base.